Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette rentrée. Septembre 2021, comme promis, on recommence le gros rythme avec des vidéos quasiment tous les jours et des grosses vidéos sur des séries de qualité. Il va y en avoir énormément. Et donc on commence cette semaine, le premier lundi de septembre, avec une série que j'avais énormément envie de regarder. Ça faisait un moment que je l'avais en retard. Maintenant que sa saison 2 arrive, eh bien, j'ai décidé de me rattraper. J'ai regardé la saison 1 et quelle claque ça a été. J'ai regardé la saison en 3 jours. Il s'agit de Si sur Apple TV+, avec Jason Momoa, une série post-apocalyptique d'heroic fantasy. Et c'est pour moi la meilleure série dans le genre Game of Thrones depuis la fin de Game of Thrones. C'est le digne successeur de Game of Thrones. Oui, c'est clair. Pour moi, ça fait aucun doute. Malgré les quelques mauvaises critiques qu'il y a pu y avoir sur la saison 1, je n'en fais pas partie. Vous allez voir que cette critique va être 100% positive. Je ne vais pas tarir d'éloges sur cette série qui est une très grande série. C'est parti, 100% spoilers, juste après le générique. Alors si, avant de commencer à parler de la critique à proprement parler, le synopsis, c'est quand même un point sur le casting parce que c'est important. On est dans un monde post-apocalyptique, dans notre monde, sur Terre, 600 ans après une maladie qui a éradiqué la quasi-totalité de la population mondiale et qui a laissé les humains qui ont survécu sans la vue. La vue est devenue une légende, puisqu'on se situe 600 ans plus tard après cet apocalypse. La vue est devenue une légende. Les gens sont aveugles de père en fils, de mère en fille. Une nouvelle société qui s'est fondée avec l'oubli des connaissances de l'ancienne civilisation humaine, l'oubli des noms des pays, des régions, l'oubli de la technologie. Et donc, on est tombé dans une superstition religieuse où la vue est une légende et surtout est considérée comme dangereuse et considérée comme de la sorcellerie. Et donc, on a des chefs de clan qui se partagent l'ancien territoire que sont l'Amérique, les États-Unis, le Canada et tout le continent américain. Et on a ces chefs de clan avec des rois, des reines, des princesses à leur tête, des chefs de tribu, dont une reine qui est vicieuse, qui est perverse, qui est d'une cruauté sans nom, qui va se mettre à vouloir poursuivre deux enfants qui ont la vue, car leur père, leur géniteur, a enfanté une femme aveugle, leur a donné la vue, et ensuite s'est retiré dans un autre coin du continent pour bâtir une civilisation basée sur la connaissance de l'ancienne race, de l'ancienne civilisation humaine. Et on va suivre Jason Momoa, qui est le chef d'une tribu, qui a élevé ses enfants comme si c'était les siens, et qui va les amener à faire ce grand voyage pour retourner à leurs origines, à la fois pour découvrir leur géniteur qui a la vue, et surtout pour découvrir des réponses sur l'ancienne civilisation humaine et rétablir une nouvelle civilisation où tout le monde aura sa place, aveugle comme voyant. Voilà pour ce qui est du synopsis de cette série. J'en dirai un petit peu plus durant les points positifs, puisqu'il n'y aura pas de points négatifs, mais j'en dirai un petit peu plus sur le scénario avec spoilers, puisque c'est du 100% spoilers. Mais avant toute chose, il faut rappeler le casting. Et quand je dis le casting, c'est pas juste les acteurs et actrices, mais c'est aussi la production, la réalisation, la musique, parce que c'est très important. C'est Steven Knight, le showrunner de cette série. Si son nom vous dit quelque chose, à ce brillant scénariste british, c'est parce qu'il est le showrunner de la série Peaky Blinders, qui est très apprécié de beaucoup, mais pas seulement, d'une série qui est passée assez inaperçue, je trouve, et j'espère qu'on aura droit à une saison 2, c'est la série Taboo, co-créé avec Tom Hardy en tête. Et Tom Hardy, il a déjà bossé avec Steven Knight sur un des films de Steven Knight qui s'appelle Locke, qui était un huis clos dans une voiture. Locke de Steven Knight à la réalisation et au scénario avec Tom Hardy. Steven Knight, c'est aussi le scénariste des Promesses de l'ombre avec David Cronenberg, ou encore Millennium
Millennium 4, c'est-à-dire non pas la suite avec Noomi Rapace, non pas la suite avec Daniel Craig de celui de David Fincher, mais l'adaptation du 4e tome de Millennium. Voilà, ainsi que Lockdown avec Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor qui est sorti sur HBO Max, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne, je l'ai faite très récemment. Voilà qui est Steven Knight, un showrunner de talent, une écriture d'exception, un style reconnaissable, quelqu'un d'appliqué, quelqu'un qui sublime ce qu'il fait, un scénariste hors du commun. Quant au reste maintenant, on va passer sur notamment la réalisation. Plusieurs épisodes ont été réalisés par Francis Lawrence. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que c'est le réalisateur de la quasi-totalité de la saga Hunger Games, à l'exception du premier, mais il a réalisé tous les autres, et il a réalisé récemment Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, ainsi que, il y a plus longtemps encore, Constantine avec Keanu Reeves. Voilà qui est Francis Lawrence qui a réalisé des épisodes de cette première saison. Première puisque je n'ai pas encore vu la deuxième. Maintenant, passons au compositeur. Et le compositeur, c'est Bear McCreary. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'adore son travail, notamment sur The Walking Dead. Je vous conseille d'aller voir mes critiques de The Walking Dead, notamment le live qu'on a fait en collaboration avec OmniWalk FR et Anthony fait son cinéma sur la saison 1. Et on parlait justement de la musique. La musique qui est un très gros point fort de The Walking Dead et qui est composée par Bear McCreary, qui compose ici pour Si de Apple TV+, une composition qui pour moi n'a pas à rougir face à celle de Ramin Djawadi sur Game of Thrones, parce que oui, sa composition musicale est sublime et accompagne parfaitement des scènes épiques, des scènes avec un souffle de liberté sur des paysages naturels, mais je vais y revenir dans quelques secondes, à savoir que Bear McCreary, il avait quand même bossé sur les séries Battlestar Galactica, les chroniques de Sarah Connor, donc la série Terminator, mais plus récemment sur Black Sails, la série sur la piraterie, ou encore Outlander. Donc Bear McCreary, c'est pas n'importe quel compositeur, c'est un compositeur de très grand talent. Passons au casting. Jason Momoa. Je ne le présente pas, voilà. Jason Momoa, vous le connaissez tous. Il a fait pas mal de films, récemment Sweet Girl, avant ça Braven, dont vous retrouverez très très vite la critique sur ma chaîne. Mais surtout, il s'agit de Arthur Curry, Aquaman dans le DC Comics Extended Universe. C'est un des plus gros points forts du DC Comics Extended Universe. Jason Momoa, il est parfait en Aquaman, en tout cas pour ma part. Et pour moi, Jason Momoa trouve ici le rôle de sa vie, en tout cas le rôle de sa carrière pour l'instant. Sa carrière est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer. Il a le plus grand rôle qu'il a eu, qui permet à la fois d'avoir un petit peu d'humour, mais très peu quand même, surtout énormément d'action et son côté sauvage qu'on lui connaît, mais un côté tendre, une réflexion. C'est vraiment un personnage qui est complet, où on passe par tous les stades d'émotion. Il a un charisme, c'est affolant, et même sans la vue, même sans voir, il arrive à être vraiment très attachant et absolument épique dans sa composition. C'est le gros atout majeur de cette série. Mais pas seulement. On a Sylvia Hawks, qui est une actrice néerlandaise, qui est aussi une mannequin, qui, vous avez pu la retrouver peut-être dans Le Braqueur d'élite avec Sullivan Stapleton, qui avait été produit par Luc Besson, ainsi que Millennium 4, donc l'adaptation du roman sur lequel avait bossé Steven Knight, mais surtout que vous avez pu découvrir dans Blade Runner 2049 dans le rôle d'une répliquant. Voilà qui est Sylvia Hawks. C'est une actrice de grand talent qui est froide en apparence, mais qui sait avoir des rôles qui sont aussi attachants. Je vous conseille Braqueur d'élite, qui est très divertissant, un bon petit film de série B. On a Alfred Woodard qui joue aussi. Alfred Woodard, vous avez pu l'avoir dans 12 Years a Slave, mais aussi la série Luke Cage, ou la très bonne série, très fidèle au roman, Les Orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, où elle jouait. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je vous en parle dans les mois à venir, parce que j'aime énormément les livres et la série. Hera Hilmar, actrice islandaise, continue de, je voudrais dire complète, c'est plutôt le mot, complète le casting. Hera Hilmar, vous avez pu la voir dans le très sous-coté qui a fait un bid au box-office de manière totalement injuste, Mortal Engines
produit par Peter Jackson, c'était du post-apocalyptique de qualité. On peut retrouver aussi au générique de cette série Franz Dramé, qui joue dans le Arrowverse, Legends of Tomorrow ainsi que Flash, ou encore dans le récent The Gentleman de Guy Ritchie. Voilà, je ne vais pas vous faire tous les autres acteurs parce qu'il y en a beaucoup, il y a des têtes qui sont connues, qui ont joué à droite à gauche dans des films, dans des séries. Je vous laisse vous renseigner, mais voilà pour ce qui est du casting de cette série et de son aspect technique. Autrement dit, c'est une grande série. C'est une grande série qui se donne les moyens, et les moyens visuels et financiers, il y en a. C'est une série qui a coûté cher, ça se sent, ça se voit. Juste, je voudrais revenir sur le magazine Time. Le magazine Time a descendu la série en disant que les costumes, le scénario et la réalisation étaient mauvais. Eh bien, le magazine Time, pour moi, perd toute sa crédibilité en disant ça. C'est pas les seuls. On a aussi pas mal de critiques plus ou moins professionnels, parfois amateurs, qui ont descendu la série d'une manière totalement injustifiée. On n'aime pas cette série, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est handicapant de suivre des personnages qui sont aveugles. C'est vrai. Ça peut agacer. Ça peut paraître long pour certains. Je le comprends, je le conçois. C'est une série contemplative, très clairement. Mais c'est aussi le cas de Game of Thrones. Game of Thrones, il y avait des saisons qui étaient très longues, où il y avait beaucoup, parfois, des dialogues interminables, et parfois pas de dialogue, mais on s'attardait des dizaines de minutes sur des paysages, et on n'avançait pas forcément dans le scénario. Les reproches qu'on fait à Si, on peut les faire à Game of Thrones, et pourtant Game of Thrones, c'est une des séries qui a eu le plus de succès de ces 10 dernières années, qui est considérée comme un chef-d'œuvre à juste titre. Et vous le savez, si vous me connaissez, Game of Thrones est dans mon top 3 des plus grandes séries de tous les temps. Mais quoi qu'il en soit, reprocher les costumes qui sont... Vraiment, il y a un soin apporté aux costumes dans Si. Lui reprocher son scénario qui est d'une très grande profondeur. Vous allez voir dans quelques instants quand je vais vous parler de quelques thématiques de réflexion. Et surtout lui reprocher sa réalisation. Ou alors là, c'est inacceptable. C'est inacceptable d'entendre dire que cette série est mal réalisée. Eh bien pour moi, le magazine Time, comme n'importe quelle autre critique qui dirait que cette série est mauvaise, pour moi, ça perd sa crédibilité. Voilà. Je ne reconnais pas les mauvaises critiques. Je ne leur reconnais pas de valeur. Encore une fois, on peut ne pas aimer la série, il n'y a aucun problème. Certains aimeront, d'autres pas. Certains aiment le post-apo, d'autres n'aiment pas. Certains aiment le post-apo un petit peu plus sauvage, un peu plus gore. D'autres reprocheront peut-être le côté un petit peu trop bavard. Ça, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas lui reprocher sa réalisation. Pourquoi on ne peut pas lui reprocher sa réalisation? Parce que la série déjà est filmée en décor naturel. Et ça, c'est un immense point fort comparé par exemple à The Walking Dead où il y a beaucoup de fonds verts et des mauvais fonds verts. Eh bien si, c'est une série où il y a du budget dans la réalisation. C'est une série tournée en décor naturel qui a été tournée au Canada, à Vancouver, mais pas seulement, dans les environs. Et quand vous verrez les ruisseaux, les forêts, les bâtiments, tout qui a été laissé à l'abandon, s'est reconstitué d'une manière vraiment... on a vraiment l'impression de voir du vrai post-apocalyptique. C'est peut-être sa plus grande force. On a l'impression de voir une véritable civilisation qui s'est écroulée depuis des siècles. Et tout ça, c'est pas du fond vert. Bien évidemment qu'il doit y avoir du fond vert à droite à gauche, mais les personnages, les acteurs, les actrices, les comédiens se déplacent dans de vraies forêts, dans des grottes, dans des rivières. On sent qu'il y a du très gros budget. Ça peut faire penser à Légende d'automne, ça peut faire penser au Territoire des loups, ça peut faire penser à beaucoup de ces films qui sont tournés dans le Grand Nord des États-Unis ou dans le Grand Nord du Canada. C'est absolument magnifique. Ça, c'est peut-être un des points forts les plus frappants. La réalisation est posée, les plans de caméra aériens qui survolent des paysages sont magnifiques. On prend le temps de se poser, on n'a pas une caméra qui tremble, on n'a pas de quelqu'un qui filme avec Parkinson, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont Parkinson, mais voilà, c'est absolument pas brouillon comme réalisation, c'est propre, c'est clair, c'est net, et en même temps, c'est parfois glauque, au moment où il le faut, pas toujours, mais quand il le faut, ça peut être sombre, la couleur de l'image est extrêmement bien réalisée, et la photographie est magnifique. L'éclairage est irréprochable. Bref, la réalisation, c'est peut-être un des plus gros points forts avec ces décors naturels. Donc, une fois qu'on a ça,
on se penche sur l'interprétation. Et là donc, comme je vous disais, Jason Momoa. Jason Momoa, il est touchant, un homme qui élève des enfants comme les siens. On sent l'amour, on sent, et ça c'est le talent de Jason Momoa, on sent l'amour qu'il porte à ses enfants. Il va y avoir des time jumps, on va voir ses enfants naître, on va les voir à l'adolescence, enfin on va les voir déjà à l'enfance quand ce sont des petits-enfants, puis ensuite on va les voir grandir, puis ensuite on va les voir être adolescents, et on va les voir à l'âge adulte. La première saison se déroule sur 20 ans. Et on les voit, ces 20 ans passés. On voit les personnages vieillir. On voit l'expérience et la sagesse, notamment à travers le personnage de Jason Momoa. Ses dialogues, son intrigue, sa personnalité, sa sensibilité. On sent un homme brut, sauvage, qui est capable d'écarteler quelqu'un à main nue, mais qui se maîtrise, qui est conscient de la violence dans laquelle il a été élevé et à laquelle il a été habitué, et qui cherche à être quelqu'un de sage, qui cherche à se maîtriser, qui est plein d'amour pour ses enfants adoptifs, qu'il considère comme ses propres enfants, comme sa propre chair. Il y a des dialogues entre lui et ses enfants sur justement l'adoption, à savoir qu'on peut aimer des enfants qu'on a adoptés comme si c'était nos propres enfants, et que aussi on peut ne pas aimer des enfants qui sont les nôtres génétiquement, biologiquement. Il y a tout un rapport avec la parentalité, la bioparentalité, je ne sais pas si ça existe comme nom, à savoir les vrais parents. Est-ce que parce que on a enfanté, est-ce que ce sont nos enfants? Eh bien la série le montre. Non, c'est pas parce qu'on a été géniteur d'enfants que ce sont forcément nos enfants. Être parent, c'est pas juste donner la vie, c'est élever, donner des valeurs, c'est protéger, c'est être là quand les enfants en ont besoin, à tous les stades de la vie. Et Jason Momoa incarne ça parfaitement, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec de la sagesse. Le personnage de Jason Momoa a une écriture parfaite. Autre personnage qui a une écriture parfaite, c'est le personnage de Alfre Woodard. Elle est excellente en rôle de matriarche, quelque part, parraine, grand-mère de la tribu qui a élevé ses enfants, qui les a mis au monde, c'est elle qui a accouché le personnage de Hera Ilmar, qui fait la mère de ses enfants, la femme de Jason Momoa. C'est elle la vraie mère biologique. Mais Alfre Woodard, elle a adopté ses enfants comme si c'était les siens. Elle a toujours été là comme une grand-mère. On la voit vraiment très protectrice vis-à-vis de ses enfants, et en même temps qui a envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent la connaissance que leur père génétique leur a laissée à travers des livres. Elle est excellente dans la série. Son écriture est formidable. Son interprétation aussi. J'en viens donc à Hera Ilmar, qui est peut-être un petit peu plus en retrait durant la première partie de saison. Elle est plus énigmatique. On n'arrive pas totalement à comprendre sa relation avec le père donc de ses enfants, le géniteur, Jarla Marel, un des rares qui a la vue. On a du mal à comprendre, et puis après, petit à petit, avec le scénario, ça s'explique. Et on la sent vraiment très protectrice de ses enfants. Elle a peur que ses enfants, avec la connaissance qu'ont les humains, que renferment les livres, elle a peur que ses enfants soient en danger, soient considérés comme des hérétiques, soient brûlés. Et là, vous verrez, il y a des scènes où il y a des gens qui sont brûlés vifs, où vraiment il y a de la superstition. Je vais y venir dans quelques instants. Elle a ce rôle de mère protectrice qui s'inquiète vraiment, qui est à la fois forte et fragile. Et puis on va s'apercevoir dans la deuxième partie de saison que c'est la princesse, que c'est la sœur de la reine qui est partie, qui a fui parce qu'elle était en danger et qu'elle a le droit légitime de monter sur le trône. En cela, il y a beaucoup de points positifs avec Game of Thrones. Donc elle aussi va s'avérer être un personnage fort, puissant, émotionnellement, mais aussi dans ses actes, dans son talent de persuasion. Donc Hera Ilmar, elle aussi nous livre une interprétation de grande qualité. Et enfin, Sylvia Hawks, qui est excellente aussi, mais dans un genre différent, froide, cruelle, perverse. Il y a certaines scènes dans les 2 premiers épisodes où on sent toute la folie du personnage, où on sent que voilà, sa folie n'a pas de limite, sa cruauté non plus. Sylvia Hawks le joue très bien. Elle a accepté de se raser pour le rôle, de se raser la tête.
C'est vrai qu'on a du mal à la voir en tant que mannequin dans la série, et pourtant c'est une très belle femme, mais elle s'est enlaidie pour le rôle, et ça c'est toujours intéressant, des actrices qui sont des mannequins à la base, qui sont magnifiques, et qui s'enlaidissent pour un rôle, et qui font passer aussi quelque chose de psychologique à travers cette laideur. C'est un très grand rôle pour elle, c'est un rôle qui va compter dans sa carrière, en tout cas, elle prouve tout son talent. Pour ce qui est des autres points positifs, je vous en ai parlé, la musique, la réalisation, le scénario, l'interprétation. Passons maintenant à 5 ou 6 points qui, moi, m'ont marqué. Il y a une réflexion sur la vue, sur les sens, sur l'ouïe. Quand on supprime la vue, on sait que les autres sens peuvent être développés. Et ces gens-là, pendant des siècles, ils n'ont pas eu la vue. Maintenant que, voilà, ils découvrent pour certains ce qu'implique la vue. Ils voient à travers les enfants adoptifs, donc Kofun et Aniwa. Là aussi, les acteurs sont très bons, mais j'en reparlerai peut-être durant les prochaines saisons. Ils découvrent à travers leurs enfants des choses que eux n'ont jamais vues. Ils voient que leurs enfants ont beaucoup plus de facilité à évoluer en décor naturel. Et pourtant, malgré leur handicap, ils sont quand même plus sages. Parce que, bien que n'ayant pas la vue, ils voient des choses. Ils voient par l'esprit des choses que leurs enfants ne voient pas a priori. Et bien que n'ayant pas la vue, ils sont redoutablement dangereux. Ça aussi, c'est une des leçons de la série. La vue n'est pas indispensable. Lorsqu'on développe d'autres sens, on peut vivre avec. Ça peut s'avérer être un atout parfois. Ça peut aussi s'avérer être un atout dans une quête de pouvoir, la vue. La vue, on joue avec cet aspect divin. Ceux qui ont la vue sont considérés comme des dieux. Eh bien, justement, on a Jarlamarel, le père génétique de ses enfants, qui lui se prend pour un dieu, se croit supérieur à la race humaine aveugle, parce qu'il a la vue et parce qu'il a la connaissance. Ça, c'est un gros point positif, cette réflexion sur le fait de, parce qu'on voit, on a la connaissance, parce qu'on a la connaissance, on se croit supérieur aux autres. Alors que les gens qui ne sont pas voyants, qui sont aveugles, n'ont pas la connaissance de l'ancienne race humaine, c'est-à-dire nous aujourd'hui, qui pouvons nous déplacer sur la Lune, sur d'autres planètes. D'ailleurs, il y aura quelques allusions au fait que voilà, l'ancienne race humaine pouvait se déplacer vers les étoiles, pouvait naviguer sur les océans. Et quand on n'a pas la vue, quelque part, ça donne une leçon d'humilité. Ça donne une leçon d'humilité de se dire on n'est pas des dieux, il faut qu'on s'adapte, on a été peut-être puni pour quelque chose dont on ignore encore, on a peut-être été puni par les dieux pour notre orgueil, et donc on doit faire avec maintenant sans la vue. Mais ça peut être aussi une manière de gouverner les autres. Et ça, c'est à travers la reine Kane, jouée par Sylvia Hawkes, qui, elle, va se servir de la vue comme d'une superstition. Elle va faire passer la vue pour de la sorcellerie, pour pouvoir maintenir son pouvoir de reine sur son peuple. Et elle sait ce que représente la vue, elle a envie, elle convoite ce talent, cet atout qu'elle a vue, mais elle le fait passer pour de la sorcellerie, pour maintenir son peuple dans la superstition, dans l'ombre, dans la méconnaissance. En cela, la vue peut être vue d'une manière soit superstitieuse, soit anti-superstitieuse, comme une quête de connaissance ou comme une quête de pouvoir. Enfin, il y a quand même un gros point vraiment qui, moi, m'a touché personnellement, c'est la question de mettre de côté les handicapés. À un moment donné, vers les derniers épisodes, on a les enfants, donc adoptifs, Kofun et Aniwa, qui se séparent de Jason Momoa, leur père adoptif, pour aller vers leur père génétique. Et Jason Momoa dit « N'oubliez pas, vous allez fonder une société », et ça aussi c'est le personnage de Magra et Hera Ilmar qui le dit. N'oubliez pas que, certes, vous allez fonder peut-être une nouvelle société humaine avec des gens qui auront la vue, mais n'oubliez pas de la fonder pour aussi des gens qui sont aveugles. N'oubliez pas d'y inclure des gens qui sont aveugles. Ne fondez pas une nouvelle société uniquement pour les voyants, mais aussi pour les non-voyants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on doit mettre les gens qui ont un handicap
de côté. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie, ne pas mettre les gens aveugles de côté. C'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils ont moins de valeur. Et on ne fonde pas une nouvelle société qui se veut meilleure que l'ancienne sur le rejet de gens qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes connaissances. On doit fonder une société pour tout le monde, où on dispense la connaissance à tout le monde, handicapé, non handicapé, superstitieux ou pas superstitieux. Voilà pour ce qui est de ma critique de cette première saison. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas empiéter sur la saison 2 que je commence à peine à regarder. Je vous ferai bien évidemment une critique sur la saison 2. J'insiste sur le fait que cette série est une grande série qui prend son temps. Et ça peut être un point négatif pour certains. Elle prend son temps. C'est vrai que parfois il y a des longueurs, mais moi j'ai aimé ces longueurs. Parce que c'est contemplatif, parce qu'on peut passer 20 minutes dans un épisode à se balader dans la forêt sans énormément de dialogue, à regarder les choses. Et c'est vrai que ça peut être difficile de suivre des gens qui n'ont pas la vue. On se dit « Ah, mais ça va pas assez vite ». Et voilà, c'est une série qui prend son temps. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On peut ne pas aimer, mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on n'aime pas que c'est mauvais. C'est pas parce qu'on n'a pas apprécié la série que c'est une mauvaise série. C'est une série exemplaire en matière de réalisation, de bande originale, d'interprétation. Après, c'est à la sensibilité de chacun d'aimer ou pas le scénario, d'aimer ou pas cet univers-là. Mais n'oubliez jamais que c'est pas parce que des critiques vous disent que la série est mauvaise qu'il ne faut pas la regarder. Faites-vous votre propre avis, quand bien même ce sont des critiques professionnelles, et ça c'est valable pour toutes les autres séries, films. Quand bien même ce sont des critiques professionnelles ou de gens qui font des dizaines et des dizaines de milliers de vues, c'est pas pour autant que vous devez les écouter au point de ne pas regarder des séries. Faites-vous votre propre avis. Peut-être vous regarderez cette série, elle vous plaira. Peut-être vous regarderez cette série, elle ne vous plaira pas. Et au moins, j'aurai éveillé votre curiosité en espérant que ça éveille votre curiosité. J'ai adoré cette série. C'est pour moi une claque. J'ai hâte de regarder la saison 2 en entier. Je vous ferai bien évidemment la critique. On se retrouve très vite pour d'autres critiques beaucoup plus courtes, parce que celle-ci fait quasiment une demi-heure de films, de séries, d'épisodes et des lives. Merci à tous, portez-vous bien, bonne rentrée, bon courage pour ceux qui rentrent à l'école, que ce soit les parents ou les enfants. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.